Bienvenue au Petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, je vous présente un épisode spécial parce qu'il est en collaboration avec Printemps Montcalm. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu des Ursulines, une congrégation religieuse à vocation éducative. Puis si vous n'êtes pas une grosse nerd comme moi, ça se peut que vous soyez un petit peu mêlés dans toutes les différentes congrégations dans l'histoire du Québec. Puis aujourd'hui, on va démêler ça un petit peu. Tout d'abord, sachez que c'est un sujet beaucoup plus nice que ce que vous pensez. Parce que les congrégations religieuses, ce sont vraiment elles qui ont tissé le filet social au Québec, donc tout ce qu'on détruit depuis 10 ans à coup de politique néolibérale. Historiquement, les congrégations religieuses ont éduqué les enfants, elles ont pris soin des personnes aînées, et ce sont aussi elles qui ont administré les écoles et les hôpitaux quasi gratuitement jusqu'à la Révolution tranquille, ou plutôt jusqu'à ce qu'il y ait des hommes qui s'intéressent à leur poste de direction et qu'il y ait soudainement l'argent nécessaire pour le payer décemment. Puis c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on s'attend toujours à ce jour à ce que les femmes travaillent sans relâche dans le domaine de la santé et de l'éducation, sans reconnaissance et sans même avoir le temps de boire un verre d'eau. Et à propos du fameux musée des Ursulines qui est situé dans le Vieux-Québec, eh bien, sachez que le musée loge dans la maison de Madame de la Pelletrie, un bâtiment institutionnel à 3 étages qui a été construit en 1836. L'édifice est érigé sur les fondations d'une maison bâtie en 1144 pour Marie-Madeleine de Chauvigny, connue alors sous le nom de Madame de la Pelletrie, qui est fondatrice séculière des Ursulines. Puis, je trouve ça important qu'on parle des congrégations religieuses dans l'histoire du Québec, parce que pendant longtemps, pour plein de raisons, c'est un sujet qui ne m'a pas semblé sexy du tout. Puis, j'avais vraiment du mal à comprendre que pour bien des femmes dans l'histoire du Québec, entrer dans les congrégations, bien, ça a été une façon d'échapper à un destin obligé et de continuer à s'éduquer envers et contre tout. Souvent, dans l'histoire, leur contribution est effacée parce que tout ce qu'elles faisaient, elles le faisaient par vocation. Puis ce qu'on retrouve dans les livres d'histoire sur la vie de ces femmes-là, ben, à mon avis, c'est vraiment anecdotique, alors que comme on le verra, ben, ce sont vraiment elles qui ont contribué à façonner le Québec tel qu'on le connaît. Puis on le dira jamais assez, mais le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Puis je pense que dans l'histoire du Québec, on peut dire que le plus souvent, Anonyme était une religieuse. Mais pour revenir à notre sujet principal à propos de Montcalm, ben, le quartier dont les limites ont été légèrement modifiées en 2003 fait partie de l'arrondissement de la cité Limoilou. Il est séparé du quartier Saint-Sacrement par l'avenue Belvédère à l'ouest et du quartier Saint-Jean-Baptiste par l'avenue de Salaberry à l'est. Le quartier de Montcalm tient son nom évidemment de Louis-Joseph de Montcalm qui livra bataille au général Wolfe sur les plaines d'Abraham le 13 septembre 1759. Puis des hommes blancs qui se tapent sa gueule, on aime ça, ça paraît toujours bien en compagnie. Mais après, qui sont les Ursulines et quelle est leur importance dans l'histoire de la ville et dans l'histoire du quartier? Ben, les Ursulines, là, comme je disais, sont un ordre religieux féminin de l'Église catholique romaine dévoué à l'éducation des filles. L'ordre existe au Canada depuis l'arrivée de la sœur Ursuline Marie de l'Incarnation en Nouvelle-France en 1639. Quelques années après l'arrivée des premières Ursulines, il y a déjà un monastère et une école qui sont construits. D'abord, la mission des Ursulines est vraiment d'éduquer les jeunes autochtones, mais ça marche pas fort. Avec le temps, elles vont plutôt se tourner vers les jeunes filles de colons français qui sont plus habituées à rester assises toute la journée pour apprendre des trucs qui leur tentent pas. Notez qu'à l'époque, la colonie ne compte que quelques centaines d'habitants. Les Ursulines enseignent alors la lecture, l'écriture, l'arithmétique et la musique, ainsi que le travail ménager qui est bien important, semble-t-il. Ce sont aussi les Ursulines qui viennent en aide aux fameuses filles du roi, de jeunes femmes célibataires parrainées par le roi pour qu'elles immigrent en Nouvelle-France entre 1663 et 1673 pour faire vraiment une shitload de bébés et peupler l'Amérique de monde catholique et blanc. Mais sachez que les Ursulines, ben, ça va quasiment devenir un empire sous la supervision du pape, bien sûr, mais quand même, parce qu'entre le 18e et le 20e siècle, il y a vraiment une hausse phénoménale d'entrée en religion. Donc, on ne manque pas d'effectifs. Puis, ça permet aux Ursulines d'avoir un impact réel sur l'éducation des Québécoises. Dans leur histoire, les Ursulines vont vraiment dispenser une éducation qui est réputée. Particulièrement au 19e siècle, l'institution connaît, comme je le disais, une forte croissance. Grâce à l'implication de plusieurs principes pédagogiques modernes, dont celui d'insister davantage sur la compréhension que sur la mémorisation, l'établissement acquiert une grande renommée. Les Ursulines sont vraiment reconnues comme des enseignantes compétentes et des pédagogues avisés. Donc, pour les jeunes bourgeoises, recevoir une éducation des Ursulines, c'est vraiment le top du top. Puis, juste pour vous expliquer un peu le contexte historique, parce que je trouve que c'est là l'intérêt
de parler des communautés religieuses, ben croyez-le ou non, mais fut un temps au Québec où c'était vraiment une maudite bonne option de devenir nonne. Oui, vous alliez vivre modestement toute votre vie, puis vous levez vraiment exagérément tôt à tous les jours, puis jeûner de temps en temps, mais au moins personne allait vous achaler pour avoir des bébés jusqu'à ce que votre fonction reproductive vous le permette plus, et encore au-delà. Puis, dans un monde où les femmes n'ont pas d'autonomie financière, ne peuvent pas signer un bail, et ça jusqu'en 1964, ne peuvent pas travailler vraiment à l'extérieur, seulement sous certaines conditions, et gagner un salaire suffisant pour vivre, et aussi perdre leur identité publique quand elles se marient, ben, pour plusieurs, se réfugier dans une communauté, ben, c'est vraiment pas si pire que ça. Et comme je disais, les Ursulines connaîtront vraiment une expansion fulgurante, et ce, même dès leur début. Donc, en 1156, il y a 13 Ursulines en Nouvelle-France. En 1186, ce nombre a déjà presque doublé. 2 tiers des membres sont même des Canadiennes de naissance, et les Ursulines sont si nombreuses et ont si bonne réputation que le second évêque de Québec, Monseigneur de Saint-Vallier, exige qu'elles ouvrent un monastère à Trois-Rivières. Le nombre de membres est d'environ 40 en 1700 et de 60 en 1740, selon l'Encyclopédie canadienne. Et même quand la colonie passe aux mains des Britanniques, ben, ça continue quand même de bien aller pour les Ursulines, parce que si l'Empire britannique a bien compris une chose, c'est qu'il ne pourra pas facilement faire renoncer les Canadiens français à leur culture et qu'on est prêt à s'obstiner très longtemps pour ça. Puis imaginez, là, avec tout le pouvoir qu'avait l'Église catholique à l'époque, c'est quand même difficile de renoncer à autant de privilèges. Puis pour finir, on va parler encore un petit peu de l'éducation qui était dispensée par les Ursulines. Ben, ces dernières sont reconnues là, pour leur capacité à s'ajuster à leur environnement. Au Canada, leur programme reflète la variabilité des conditions économiques et sociales. Par exemple, dans le Québec de la fin du 19e siècle, elles enseignent la sténographie, la dactylographie et la télégraphie à leurs élèves afin de suivre les nouvelles perspectives économiques qui sont alors offertes aux filles. Selon le pôle culturel des Ursulines, le musée de Québec là, dont je vous parlais tantôt, à une époque où les femmes étaient trop souvent reléguées au second plan dans la société, les Ursulines faisaient des pensionnaires des filles instruites, cultivées et capables d'esprit critique. De fait, elles ont accompli une véritable révolution pédagogique. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter l'exposition permanente L'Académie des Demoiselles qui vous raconte la vie dans ce pensionnat et dans laquelle j'irai vraiment pas jouer au Ouija. Sachez aussi que la demeure abrite successivement la maison provinciale des Ursulines et le centre Marie de l'Incarnation. Classée immeuble patrimonial en 1964, la maison de Madame de la Pelletrie est désignée lieu historique national du Canada en 1972. Et depuis sa restauration en 1979, la maison abrite le fameux musée des Ursulines. Mais parlons aussi du bâtiment originaire dont Marie de l'Incarnation a supervisé la construction après son arrivée en Nouvelle-France. Selon la Ville de Québec, le complexe architectural du monastère des Ursulines a été construit progressivement entre le 17e et le 20e siècle. Les ailes principales sont érigées autour d'une cour intérieure suivant le modèle des couvents français du 17e siècle. Les pavillons les plus anciens ont conservé le style propre au régime français, c'est-à-dire des murs de pierre enduits de crépi blanc avec des toits de tôle et des fenêtres à petits carreaux. Le décor intérieur sculpté de la chapelle du monastère est l'un des seuls exemples d'intérieur d'église remontant à la période de la Nouvelle-France. Sa partie ancienne est accessible au public, ainsi que la chapelle funéraire de la fondatrice Marie de l'Incarnation. Une aile latérale plus récente est réservée aux religieuses ursulines. Et pour conclure tranquillement cet épisode, vous devinez que pendant les années 60, alors que grâce au mouvement de femmes, ces dernières commencent à avoir une meilleure place dans la société, ça devient de moins en moins sexy d'être nonne. Et puis, comme des hommes commencent à s'intéresser aux postes de cadre alors occupés par des femmes religieuses, ces dernières se font graduellement kicker out de leurs fonctions. Et toujours selon l'Encyclopédie canadienne, toutefois, bien que beaucoup moins nombreuses, les Ursulines continuent d'enseigner la formation religieuse et la préparation au sacrement dans les paroisses, tandis que d'autres servent de guide dans le cadre de retraites spirituelles ou encore enseignent l'anglais ou le français aux nouveaux arrivants. Les Ursulines au Canada s'impliquent également dans la promotion de la justice sociale et la protection de l'environnement. Et notons finalement un point intéressant, c'est que selon le site de la Ville de Québec, les religieuses de l'Hôtel-Dieu et les Ursulines furent propriétaires d'une grande partie du territoire du quartier Montcalm et agiront directement comme promoteurs immobiliers en découpant leurs propriétés en lots à bâtir. Aujourd'hui, Montcalm affiche un caractère principalement résidentiel. Malgré la proximité du centre-ville et le bouillonnement urbain, on vit encore assez tranquille dans ces rues et on profite toujours de ces parcs bien aménagés. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit Cours d'Histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs.
Bon printemps Montcalm, bonne découverte historique de votre quartier. On se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.